Salut à toi, pensée du jour numéro 159 pour de vrai cette fois-ci. Il semblerait que je me suis brouté dans l'upload et du coup j'ai uploadé la 158 à la place de la 159 où je voulais parler d'un sujet qui est à mon avis intéressant, enfin pour moi intéressant en tout cas. Et c'était une question en plus de d'un de mes abonnés et donc j'ai pas au final répondu à sa question étant donné que j'ai posté la mauvaise vidéo. La question était pourquoi est-ce que j'utilise un step test 4 avec le format 4.1 que j'utilise plutôt que de Dieu les montagnes elles sont belles ici. Il faut que je me concentre sur la route parce que là c'est vraiment vraiment joli avec la neige. Pardon, hein, je suis un peu distrait mais la neige sur le Jura, les amis, c'est magnifique. Enfin bref, les Alpes aussi, de l'autre côté. On a les deux, Jura et les Alpes. Enfin bref, pourquoi j'utilise un step test avec des pauses plutôt qu'un ramp classique qui est utilisé dans la plupart des labos pour tout ce qui est des tests de VO2 max, etc. Euh, et il y avait aussi une deuxième question qui était, si je me souviens bien maintenant, zone 2, combien de temps passer en zone 2? Si je reprends la course à pied, comment manager le volume, etc. Il me semble que c'était de cet ordre-là. Donc, je vais commencer par la première parce qu'encore une fois, je pense que c'est un sujet qui est pertinent. C'est une question qui vaut la peine d'être posée et qui vaut la peine d'être répondue également, bien sûr. Donc, pourquoi un step test plutôt qu'un ramp? Alors, je commence avec le ramp. Le ramp, en général, il est structuré sur un format assez court avec des paliers qui sont assez petits, qui varient entre 10 et 30 watts selon les step tests qu'on fait, pardon, les rampes qu'on fait, lapsus révélateur, selon les rampes qu'on fait. En général, on monte d'intensité toutes les minutes, des fois toutes les 2 minutes, parfois toutes les 3 minutes, mais en général, c'est plus une que deux. Et l'idée, c'est d'avoir cette progression d'intensité pour déceler les points d'inflexion surtout au niveau des échanges gazeux, pour pouvoir délimiter le seuil ventilatoire 1, seuil ventilatoire 2. En général, c'est comme ça que ces rampes sont utilisées et ensuite, bien sûr, la VO2 max, en sachant que dès le moment où on dépasse son deuxième seuil, ou sa puissance critique, ou sa vitesse critique, ou le FTP, pour ceux qui adhèrent encore à cet acronyme, comment dire ça, cet acronyme à la validité qui laisse à désirer pour être gentil. J'ai rien contre les cyclistes, j'ai rien contre le FTP, mais c'est toujours rigolo d'avoir ces conversations. Pour la petite histoire, je pense que c'est mieux d'avoir un FTP que de rien avoir du tout. Mais si on peut avoir une puissance critique, on est quand même mieux loti qu'avec une FTP. Voilà, pour faire très court. Quoi qu'il arrive, dès qu'on dépasse ce deuxième seuil, peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe l'acronyme qu'on choisit d'utiliser, eh ben, on va atteindre notre VO2 max. Ce n'est qu'une histoire de temps. Ce n'est qu'une histoire de temps. Donc c'est clair que sur un rampe rapide, avec des paliers qui sont courts, eh ben, on va atteindre une vitesse ou une puissance beaucoup plus élevée au moment où on arrive à l'échec, au moment où on arrive à la VO2 max, que sur un rampe ou sur un step test comme je le fais, qui est à des intervalles beaucoup plus longs, des temps de travail beaucoup plus soutenus. Parce qu'encore une fois, dès le moment où on dépasse son deuxième seuil, on commence à décharger, entre guillemets, sa batterie, sa réserve, son W', son D', sa réserve anaérobie, peu importe comment on veut le nommer, la nommer. Et voilà, ce n'est qu'une histoire de temps avant qu'on arrive à une batterie de zéro. Et c'est clair que si on progresse doucement dans les watts ou dans la vitesse, on va l'atteindre plus à une vitesse ou une vitesse relative ou une puissance relative plus basse que si on grimpe le plus vite possible ou qu'on grimpe plus vite de manière relative, encore une fois. Donc, ces rampes, ils servent en général à ça. Trouver ces points d'inflexion au niveau O2, CO2, pour trouver le gas exchange threshold, le seuil des échanges gazeux, qui est le premier seuil ventilatoire, et ensuite pour trouver le deuxième seuil ventilatoire également, et délimiter les zones d'intensité et trouver la VO2 max. Sur un step test comme je l'effectue moi, on trouve aussi ces valeurs, comme je l'ai dit, qui peuvent être légèrement différentes. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, allez checker mon podcast de lundi avec Jem et Andrew. On parle de seuil pendant 1 heure et demie. Alors c'est en anglais. Les sous-titres arrivent tout soudain. Donc si tu ne l'as pas encore regardé à cause de ça, attends encore un peu. Les sous-titres vont apparaître bientôt. Je ferai un petit post sur la chaîne pour notifier tout le monde quand ce sera disponible.
Mais quoi qu'il arrive, va checker ce podcast si tu es intéressé par la physiologie de l'exercice, par les sciences du sport, par les seuils, parce qu'on parle de seuils pendant 1 heure et demie et c'est vraiment, vraiment, enfin moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé la conversation et j'espère que toi aussi, tu apprécieras cet échange. Mais donc, pour sortir une des conclusions ou une des clés tirées du podcast, les seuils sont dynamiques, les seuils sont dépendants du protocole, les seuils sont dépendants ou influencés par l'environnement interne, l'environnement externe, tout en fait. Et donc, c'est des valeurs qui peuvent être utiles, mais il ne faut pas non plus parier la ferme dessus, comme on dit. Don't bet the farm on them. Donc, ils sont bien à voir pour voilà, organiser la distribution et l'intensité de l'entraînement, mais il ne faut pas non plus jurer que par ça. Donc, on trouve ces seuils et avec un step test un petit peu plus long, ce qu'on voit aussi, notamment le 4 minutes, ou en tout cas au minimum 4 minutes, on peut tout à fait faire un test plus long pour, par exemple, des athlètes d'endurance d'un niveau d'entraînement très élevé. Le 5-1 est assez commun dans ce cadre-là et il a du sens pour les athlètes qui peuvent maintenir ces intensités pendant beaucoup plus longtemps, dû au fait de leur statut d'entraînement, voilà, tout simplement leurs conditions. Eh ben, ce qu'on voit, c'est que ça prend entre 90 et 120 secondes pour atteindre un état stable, autant au niveau ventilatoire qu'au niveau métabolique, au niveau de l'oxymétrie avec le MOXY par exemple. Ça prend à peu près 2 minutes pour trouver un état stable, pour atteindre un état stable. On le voit aussi, une chose que j'ai remarqué récemment, je me demandais, mais pourquoi, quand on regarde, pour ceux qui sont intéressés aussi au DFA, alpha 1, pour définir voilà, le premier seuil, et ben, ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 premières minutes de l'intervalle, tu as une réaction de la DFA qui est assez faible, et c'est seulement dans les 2 dernières minutes, quand tu fais des paliers de 4 minutes en tout cas, ou des intervalles de 4 minutes, c'est seulement sur les 2 dernières minutes que tu vois vraiment jusqu'où le DFA descend. Eh ben, ça a complètement de sens parce que, encore une fois, ça prend entre 90 et 120 secondes pour atteindre un état stable au niveau interne. Okay. Après, quand on part de zéro et qu'on se met à l'effort, ça prend en général ce temps-là. Donc, on n'a pas d'état stable jusqu'à à peu près le milieu de l'intervalle. Donc, la tendance qu'on va pouvoir en tirer, elle se dessine vraiment sur la deuxième partie de l'intervalle et non pas sur la première. Et donc, c'est important d'avoir cette longueur minimum, à mon avis, de 4 minutes pour voir ce qui se passe au niveau équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène, pour voir l'état stable dans tous les systèmes et pouvoir définir comment ces différents systèmes interagissent. C'est une des raisons pour lesquelles on a cette minute de repos aussi, c'est pour voir comment on récupère et comment on repart, notamment au niveau de l'oxymétrie. On a une donnée qui sort du MOXY sur la resaturation, sur la réoxygénation du muscle après un temps de repos qui est indicatif de paramètres notamment vasculaires et de paramètres de conditions physiques aussi. Donc c'est là une des raisons pour lesquelles on a ces minutes de repos. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment pouvoir voir comment tous ces systèmes interagissent, respiratoires, cardiaque, vasculaire, musculaire, je ne vais pas dire neuromusculaire parce qu'on ne sait pas comme si on pouvait le quantifier à proprement parler, mais notamment au niveau autonomique, au niveau de la variabilité cardiaque, c'est un paramètre du système nerveux. Donc, pour voir toutes ces choses-là, il faut avoir au minimum, tu as un buy-in de 2 minutes, on va dire, pour simplifier, et ensuite tu peux commencer à voir les données à l'intensité choisie. Donc, sur un ramp rapide où tu vas monter l'intensité toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, tu n'as jamais d'état stable en fait. Alors, certes, peut-être que tu as un petit état stable sur des paliers de 2 minutes quand tu es sur un effort continu, étant donné que tu ne repars pas de zéro à chaque fois, comme sur le 4-1 par exemple. Ça, je l'accorde, je veux bien l'accorder. Mais ça reste qu'on n'a pas vraiment de visibilité sur, en tout cas pas autant de visibilité sur les différentes interactions aux différentes intensités. Et c'est une des choses que j'essaye d'observer, j'essaye d'extraire des tests, c'est de voir comment ces différents systèmes interagissent pour définir des priorités d'entraînement. Quelles sont les priorités d'entraînement selon le profil donné de l'athlète. Donc à mon avis, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pour ça que j'utilise le ramp. Je pense que le step test, pardon. Je pense qu'il y a de la place pour un protocole hybride, pour quelque chose qui serait entre les deux, que j'ai fait notamment la semaine dernière avec Maxime et ses athlètes en course à pied, où on commence avec un step test, on commence avec un 4-1,
jusqu'à ce qu'on ait dépassé le premier seuil. Et ensuite, on part sur un rampe classique on a fait un demi-kilomètre heure toutes les minutes jusqu'à l'échec. Parce que Maxime avait l'habitude de faire des tests d'effort avec ce genre de paramètres, ce genre de progression en termes temporels. Et, ben, pour avoir des valeurs de VMA, comme je l'ai dit avant, la VMA et la PMA qui sont toujours, ou la VVMA, non, la vitesse, la VVO2, voilà, pardon, la VVO2, la VVO2 max, qui est la vitesse à laquelle on atteint la VO2 max, et ben, ces vitesses-là sont dépendantes du protocole. Donc, si on était resté sur un 4.1, et ben, on aurait trouvé leur premier seuil, on aurait trouvé leur deuxième seuil, mais la vitesse qu'ils auraient atteinte ou à laquelle ils auraient arrêté le test n'aurait pas du tout été la même comparée à un ramp classique. Donc, je pense il y a une place pour ces protocoles hybrides. Euh, Malheureusement, j'arrive là où je devais aller, donc je vais pas avoir le temps de parler de zone 2. Mais, pas ce soir, demain soir, j'ai la chance d'interroger. Non, je vais pas l'interroger, je vais l'interviewer. Je vais interviewer Inigo San Milan, qui est non seulement le coach du gars qui a gagné les 2 derniers Tours de France, mais aussi un chercheur en diabète et en cancer, spécialiste des mitochondries. Donc, on va parler pas mal de zone 2, j'ai pas mal de questions pour lui là-dessus. Et donc, je sortirai ce podcast. Je crois que c'est le premier podcast de 2022 d'ailleurs qui sortira. Donc, je te dis, reste branché. Je te dis, laisse-moi un petit commentaire sous cette vidéo si tu as d'autres questions auxquelles tu veux que je réponde. Et puis, je te dis à tout bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.